Mesdames, Messieurs, on arrive à la deuxième partie de notre programme. Aujourd'hui, nous avons le plaisir, l'honneur et la joie de l'accueillir au studio Monsieur l'ambassadeur Hissène Haridi, ancien adjoint aux Affaires étrangères, ministre adjoint aux Affaires étrangères. Bonsoir, bonjour plutôt. Bonjour Patrice, bonjour Sam, c'est un grand plaisir d'être avec vous ce matin. Merci beaucoup. Cette semaine qui vient de s'écouler a été chargée en événements sur le plan international et sur le plan arabe. Sur le plan arabe, est-ce que vous pouvez nous dire ce que fait aujourd'hui la Ligue arabe pour tenter de rapprocher les points de vue sur des pays comme la Syrie, comme le Yémen, comme la Libye, et comment est-ce qu'elle essaye de rendre les relations interarabes plus faciles à gérer? La Ligue arabe, étant donné, c'est une organisation régionale, et comme toutes les organisations régionales et internationales, elle est la somme totale des volontés et des décisions affichées et adoptées par les pays membres. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dissocier la Ligue arabe comme organisation régionale des États membres et ce que veulent les États membres. Et en jugeant la Ligue arabe durant les 5 dernières années, on ne doit pas perdre de vue cette réalité. Alors, tout au long de l'histoire de la Ligue arabe, l'apogée de la Ligue arabe a coïncidé avec 2 éléments essentiels dans l'histoire arabe moderne et contemporaine. L'Égypte nationaliste, l'Égypte émergente, l'Égypte avec une politique arabe bien définie. Des années 60 ? Les années à partir de 1956 jusqu'à 1979. Ça, c'était l'apogée de la Ligue arabe et du rôle de la Ligue arabe dans le domaine de la politique arabe au majuscule. Après 1979, la Ligue a emprunté un chemin totalement différent. En 1981, pour la première fois dans l'histoire de cette organisation arabe régionale, on a vu la fondation de ce qu'on appelle ce groupement des pays du Golfe. En 1988, les pays du Maghreb ont aussi, de leur côté, instauré l'Union du Maghreb arabe. Et permettez-moi de rappeler qu'en 1989, on a vu le Conseil de la coopération arabe qui comprenait l'Égypte, l'Irak, la Jordanie, le Yémen. Et comme vous le savez, avec la malheureuse décision du gouvernement, regrettable décision du gouvernement irakien dans ce temps-là d'envahir le Koweït le 2 août 1990, ce conseil de coopération arabe a pris fin. Alors, la Ligue arabe est devenue une organisation qui comprend à l'intérieur des blocs. En plus, la pénétration entre guillemets des puissances étrangères, les grandes puissances étrangères, des puissances régionales dans le domaine arabe. Alors, on a tourné, dans ce contexte, on a tourné la page. D'un stage où l'Égypte, toujours, a agi dans le sens de la mobilisation des pays arabes vers des objectifs arabes
à un stage ou des stages ultérieurs où ce qu'on appelle la décision arabe n'est pas totalement une décision indépendante ou une décision libre. Le tournant de point de vue historique, ou le symbole de ce grand changement, et quand j'utilise changement ici dans le contexte de notre débat aujourd'hui, je l'utilise négativement. Bouleversement. Bouleversement. Ce bouleversement a eu lieu après le sommet arabe du septembre 1970. Ce sommet arabe. 1970. Oui. Nile Hilton. C'était le grand symbole de la Ligue arabe dans son apogée, dans sa grandeur. Lorsque l'Égypte, sous Nasser, a convoqué en urgence les chefs d'État arabes dans un sommet urgent pour mettre fin aux affrontements qui avaient lieu en Jordanie entre l'armée jordanienne et l'armée palestinienne. Et tous les chefs de l'État étaient présents au Nile Hilton, et durant une semaine, les chefs d'État arabes, sous Nasser, ont réussi à mettre fin à ces affrontements. Voilà un symbole de l'efficacité de la Ligue arabe. Lorsque les États membres ont voulu avoir cette... Il y avait l'Égypte avec une politique arabe bien définie, une stratégie arabe dans laquelle l'Égypte agissait, et des pays, et dans ce temps, et malgré le fait que le Sinaï était occupé par les forces israéliennes, malgré le fait que l'Égypte se préparait à la libération du Sinaï, n'oublions pas ces faits historiques. Malgré ces deux faits historiques, l'Égypte a eu le pouvoir de convoquer un sommet en urgence pour mettre fin à une grave crise arabe. Car l'Égypte, dans ce temps-là, n'acceptait pas qu'un Arabe tue un Palestinien. C'était une ligne rouge pour l'Égypte. Et en conséquence, c'était une ligne rouge pour le monde arabe. Maintenant, la scène arabe est devant nous tous. Nous sommes en train de s'entretuer. Nous sommes en train... Qu'est-ce qui a fait ce changement, ce bouleversement, le retrait de l'Égypte du monde arabe sous sa date au départ? Ne citons pas de nom, parce qu'une fois on cite de nom, alors le débat en Égypte se crispe. D'accord. Est-ce que c'est le retrait de l'Égypte de la scène arabe petit à petit qui a fait ça? Et pas seulement le retrait de l'Égypte, mais le retrait de l'Égypte sous le slogan l'Égypte arrive en premier. Et je n'ai jamais compris qu'est-ce que ça... Ce slogan n'a aucun sens à mon avis. Mais durant la période de Nasser, l'Égypte était toujours... les intérêts d'Égypte étaient toujours pris en considération. Et c'est effectivement, c'est les intérêts de l'Égypte, les intérêts stratégiques de l'Égypte, qui poussaient... Et Gamal Abdel Nasser a adopté, l'Égypte de Nasser a adopté cette ligne-là, car nos frontières, de point de vue, la défense de l'Égypte, ne sont pas nos frontières géographiques. Nos frontières, de point de vue stratégique, nos frontières sont la frontière de la Syrie avec l'Irak, la frontière de la Syrie avec la Turquie.
Et puis, la Libye aussi. Et la Libye aussi. Alors, quand on parlait de la sécurité nationale arabe dans le temps, effectivement, on parlait de la sécurité nationale égyptienne. Et regardez aujourd'hui, à cause de la crise syrienne, ou de la guerre civile en Syrie, maintenant vous avez cette organisation terroriste qui s'appelle l'État islamique, entre guillemets, hier qui se répand dans le monde arabe. Et puis hier, j'ai lu une déclaration faite par quelqu'un qui s'attribue le titre du leader, du dirigeant de Daesh en Libye, qui menaçait l'Europe. Et dans cette déclaration, il a insisté que la soi-disant État islamique, entre guillemets, se répand en Libye, et l'étape prochaine, c'est d'envahir Rome. Et Rome, ici, comme symbole du Vatican. Et ce n'est pas la première fois que cette organisation menace. Vous aviez annoncé il y a un an qu'on va hisser les étendards de cette organisation sur le Vatican. Alors voilà. Vous aviez annoncé aussi qu'ils enverraient un demi-million de personnes pour occuper l'Europe. Oui, mais on ne doit pas prendre ça à la légère, Patrick. Ils avaient annoncé cela. Non, mais il y a plus d'un demi-million de personnes qui ont quitté la Syrie pour l'Europe. Non, pour l'Europe, depuis un mois, le chef de l'Europol, basé à Bruxelles, a fait cette déclaration. Entre 4 000 et 5 000 terroristes européens. Européens ici, qui veut dire qui ont des passeports européens, sont des citoyens européens. Et même qui sont européens d'origine. Exactement, vous avez raison. Alors, quand le chef de l'Europol parle de ce chiffre, entre 4 000 et 5 000 Européens qui vont agir le moment venu et qui vont mener des actes terroristes à l'intérieur de l'Europe, on ne doit pas prendre de telles déclarations à la légère. En tout cas, ce qui a fait le grand catalyseur de ce bouleversement dans la politique arabe, c'est comme vous venez de l'expliquer ou de le décrire, le retrait de l'Égypte du monde arabe. Et ce retrait a coïncidé avec la révolution iranienne en 1979. Et a coïncidé avec ce traité de paix entre l'Égypte et Israël. Voilà les 3 facteurs principaux qui ont mené le monde arabe à ce que nous témoignons aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que nous sommes contre la paix. Ça ne veut pas dire que nous sommes contre que chaque pays arabe, membre de la Ligue arabe, défend ses propres intérêts. Mais nous sommes contre n'importe quelle politique, n'importe quelle stratégie qui divise le monde arabe, qui divise les États arabes. Parce que voilà la somme, voilà le résultat d'une telle division. On n'arrive pas à formuler, on n'arrive pas à adopter une position unanime dans un contexte qui représente une menace existentielle contre tous les pays arabes. Pas contre les pays arabes seulement, mais contre la notion même de l'État-nation dans le monde arabe moderne. Parfait. Yeah. Vas-y. Est-ce qu'il y a une possibilité que l'Égypte reprenne son rôle à l'heure actuelle? Ça c'est une question difficile, Patrick, et ça c'est une question difficile. Tout dépend de quelle est votre approche, quelle est votre vision
de la politique étrangère égyptienne dans les années à venir. Et tout dépend de ce que vous voulez, de votre vision, de votre rêve, Mais est-ce que de d'autres l'Égypte pays, à l'intérieur du système arabe. est-ce que d'autres pays accepteraient que l'Égypte reprenne son rôle? D'autres pays arabes? Oui, regarde, mon avis personnel, que l'Égypte, malgré cette période qui s'étend de 1919 à aujourd'hui, est conçue par tous les pays arabes comme la puissance principale dans le système arabe. Et tous les pays arabes souhaitent que l'Égypte devienne une deuxième fois un exemple, un modèle. Et ici, je fais la distinction. Chacun pour une raison. Oui, peut-être. Mais le résultat final est que, pas seulement les gouvernements, mais les peuples arabes aussi, pour eux, l'Égypte est un symbole ou était le symbole de la modernité. Et on doit, nous les Égyptiens, on doit agir avec force pour redevenir une deuxième fois un modèle. Et la question qui se pose dans ce contexte, un modèle qui correspond aux exigences du XXIe siècle. C'est-à-dire un pays modèle, un pays exemple dans le respect des libertés publiques, un pays modèle dans le respect de la démocratie, un pays modèle, un pays exemple dans ce qu'on appelle la bonne gouvernance. Une fois l'Égypte, j'en suis sûr, une fois l'Égypte redevienne le pays modèle, la puissance modèle dans le monde arabe, j'en suis sûr qu'elle aura la capacité de mettre le monde arabe sur les bons rails. Parfait. Monsieur l'ambassadeur, depuis quelques jours, il y avait un entretien téléphonique entre le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi et le président russe Vladimir Poutine. Selon vous, quels sont, je dirais, les points ou le rôle que doit cette coopération entre l'Égypte et la Russie, quelles sont les étapes à suivre dans le futur proche concernant les conflits dans la région arabe? Pour Moscou et le Caire, je crois que le défi principal actuellement, c'est le terrorisme transfrontalier. C'est-à-dire les organisations terroristes telles Daesh, telles Al-Nusra, telles Al-Qaïda, et comment contenir ce fléau. Car si on ne prend pas des mesures pour contenir cette menace qui ne cesse de s'agrandir au sein du monde arabe, au sein du monde musulman et dans l'Afrique subsaharienne, je pense que les États concernés, parmi lesquels figurent la Russie et l'Égypte, seront sous une menace directe. Et en fait, nous en Égypte, vous suivez les affrontements quotidiens au Sinaï, et ainsi que en Russie, certainement les autorités russes sont conscientes des plans de Daesh de mener des actes terroristes à l'intérieur du Caucase et même à Moscou. Alors, je crois qu'avec la Russie, nous avons un grand intérêt à coordonner, à coopérer contre ce fléau. D'un autre côté, comme vous le savez, nous avons
nous avons des dossiers bien chargés avec la Russie dans le domaine des relations bilatérales. Et la Russie va nous aider à construire pour la première fois dans notre histoire des réacteurs nucléaires à Daba. Et c'est un grand pas, ce que j'appelle personnellement le haut barrage de la première moitié du XXIe siècle. Cette conversation téléphonique entre le président égyptien et le président russe s'inscrit dans une coopération bilatérale égypto-russe accrue dès que M. le président Sisi a pris le pouvoir en Égypte en juin 2014. Monsieur l'ambassadeur, passons de la Russie à la France, des relations avec Paris qui s'améliorent par rapport à ce qu'elles étaient en juillet 2013, avec la visite notamment du nouveau chef de la diplomatie française, M. Jean-Marc Ayrault. Est-ce que vous croyez que ça tourne la page du contentieux sur ce que la France appelle coup d'État en Égypte, etc. C'est fini, c'est définitivement oublié. Deuxièmement, est-ce que Jean-Marc Ayrault est venu en Égypte pour régler une question palestinienne ou pour régler d'autres affaires égyptiennes ou tout simplement pour préparer la visite du président français en Afrique? Certainement, c'est la première visite de M. Jean-Marc Ayrault en Égypte comme ministre des Affaires étrangères de la France. Il était certainement le premier chef du gouvernement sous M. Hollande. Maintenant, il est comme M. Laurent Fabius. En fait, M. Laurent Fabius était un premier ministre quand il avait 37 ans en France, sous le feu M. François Mitterrand. Et il est devenu ministre des Affaires étrangères. Et voilà, M. Ayrault est venu en Égypte pour sa première visite comme ministre des Affaires étrangères. M. Fabius a quitté ce poste car il a été nommé chef, le président du Conseil constitutionnel en France. Et comme vous venez de le dire, M. Ayrault est venu pour préparer, principalement, la visite de M. François Hollande le 18 et 19 avril prochain en Égypte. Certainement, ce sera le deuxième déplacement de M. Hollande en Égypte, car comme vous vous souvenez, il a assisté, c'était le seul chef d'assister à l'inauguration du canal du Suez, oui, août dernier. Mais en même temps, la France a proposé la convocation d'une conférence internationale, sans préciser la date, pour les négociations, pour reprendre pour la reprise des négociations entre les Palestiniens et les Israéliens. D'un autre côté, le dossier libyen est un dossier important du point de vue pas seulement de la France, mais des pays membres de l'Union européenne et du bassin méditerranéen. Est-ce que la France est, comme l'Italie, favorable à une présence égyptienne dans le dossier libyen? Non, mais certainement, l'Égypte est toujours présente dans les discussions qui portent sur l'avenir de la Libye. L'Égypte a participé dans plusieurs conférences qui, avant la signature de l'accord de Sokhairat le 18 décembre dernier entre les partis politiques entre Tripoli et Bani Ghazi en Libye, l'Égypte est une partie prenante dans le dossier libyen. Je crois que la visite aussi a donné l'occasion à M. Ayrault de s'entretenir avec le secrétaire général de la Ligue arabe, de parler de cette idée française d'une conférence internationale pour la reprise des pourparlers israélo-palestiniens. Et je crois que en ce qui concerne
votre dernier point, nommément un coup d'État, je crois qu'on a tourné la page. Maintenant, et vous avez suivi la déclaration ou la position adoptée par le Parlement européen hier sur l'Égypte. Personnellement, l'Égypte devrait prendre au sérieux cette déclaration. Et si la France, depuis la venue de M. Sisi comme chef de l'État en juin 2014, a vraiment œuvré pour le renforcement de la coopération avec l'Égypte, on doit toujours tenir compte que la France aussi veut que l'Égypte devienne un exemple dans la bonne gouvernance. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur, pour ces détails instructifs et très diplomates en tout cas, concernant les relations étrangères de l'Égypte. Merci aussi, Sameh, d'être avec moi ce matin. Merci, Patrick. Merci, Monsieur l'ambassadeur. Chers téléspectateurs, au terme de cette édition, nous tenons à vous remercier de votre attention et nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure pour une nouvelle édition de notre Bonjour l'Égypte. Tout de suite, la presse internationale. Au revoir.